nous sommes une solution de demain à deux, en tant que couple, actionnaire, entreprise. Donc, moi, je suis la financière, c'est l'entrepreneur. Alors, on est mariés, mais pas dans la vie, en fait, Non, c'est ça? pas dans la vie. Alors moi, il y avait la probabilité que je fasse un métier financier était proche de zéro. Je me destinais plutôt à la sphère publique. J'ai grandi avec l'idée que si on voulait changer la société, participer, transformer le monde, disons-le, ça ne pouvait être que depuis la sphère publique, l'engagement politique, associatif. Ce n'est pas un but qui pouvait être poursuivi depuis l'entreprise en générant des profits. Non pas que l'entreprise ne me paraissait pas bénéfique pour la société, au contraire, mais ce n'était pas son objet, ce n'était pas son moteur. Et je pense que 80% encore des entreprises, en tout cas probablement des PME, sont dans cette vision-là. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est les 20%, qui demain peut-être deviendront 80%. Moi, en 10 ans, j'ai mis 10 ans à déconstruire ce disque dur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis convaincue que l'entreprise est probablement, dans l'époque qui vient, un des plus puissants leviers de changement sociétal. Et j'ai créé un fonds d'investissement qui s'appelle Citizen Capital, qui appartient à ce qu'on appelle l'impact investing. Donc, l'impact investing, c'est tout investissement qui cherche à avoir un rendement ou un bénéfice financier en même temps que social. J'ai créé ce fonds en 2008 avec mon associé, avec l'objectif d'utiliser le capital pour agir sur la société. Et donc notre mission, c'est de donner le pouvoir, les moyens à des entrepreneurs qui intègrent une ambition sociétale et qui cherchent à transformer la société par leur business. Imri va très bien en parler. Et des moyens financiers, mais pas uniquement. Alors, on a démarré avec 9 millions d'euros il y a 6-7 ans maintenant. Aujourd'hui, on a 60 millions d'euros sous gestion et on investit des montants de 1 à 5 millions dans des entreprises dont on pense que leur croissance, leur potentiel de croissance et leur modèle économique va être capable de démultiplier leur impact social. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'en 6-7 ans, on a dû rencontrer 600 entrepreneurs. Et la grande majorité des gens qu'on rencontre ont une aspiration profonde, une vision de quelque chose qu'ils ont envie de changer. Et tous n'ont pas traduit cette aspiration dans leur entreprise et dans leur modèle économique, mais ceux qui l'ont fait en tirent des bénéfices extraordinaires pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs clients, leurs collaborateurs. Enfin, comme Imri va prendre la parole dans quelques minutes, je pense qu'il n'y a pas meilleure illustration de mon propos. Et il y a des gens aussi qui viennent vers nous avec un projet, mais uniquement un projet. C'est-à-dire, je pense à cette femme qui est venue il y a quelques mois nous voir, qui m'a dit « je vais reprendre une entreprise dans le secteur des prépas aux grandes écoles ». Donc, a priori, ce n'est pas un sujet qui nous paraît particulièrement porteur d'impact. Les prépas aux grandes écoles, c'est des endroits plutôt très chers qui accueillent des gens de milieux très favorisés pour préparer des grandes écoles. Ce n'est pas non plus des périodes très agréables. Et elle nous a dit, non, mais en fait, je cherche un investisseur de votre type parce que ce projet, cette entreprise, j'ai envie de la reprendre en la repositionnant. Je souhaite que mon école soit capable... je souhaite trouver le modèle économique qui me permette de recruter des étudiants peut-être brillants mais de milieux modestes et qui n'ont pas les moyens de payer ce genre d'école. Et là, on s'est dit, là, ça nous intéresse, ça c'est un projet très intéressant. Les entrepreneurs, alors plus on avance, plus on constate que la nouvelle génération d'entrepreneurs a cette intuition de développer des entreprises avec une mission et pour toutes sortes de raisons.
j'en vois 3 principales. La première, c'est la révolution numérique qui permet de développer, d'adresser des besoins sociétaux depuis à peu près partout dans le monde, avec un niveau d'investissement capital relativement limité. Il y a l'importance de retenir les collaborateurs et les talents, et donc de rendre les gens heureux dans l'entreprise. Il y a le fait que les ressources publiques sont de plus en plus rares et ça ouvre de nouveaux marchés pour des entreprises qui auparavant auraient été considérées du domaine de l'action publique. Puis il y a des ressources tout court de plus en plus rares. Et puis il y a un dernier point qui, moi, je pense est déterminant, c'est que les modèles économiques qu'on voit aujourd'hui, c'est des modèles qui demandent de l'expérimentation permanente. Moi, je pense qu'il y a aussi l'avènement de l'expérimentation, c'est-à-dire on ne voit pas aujourd'hui arriver d'entreprises qui cherchent des financements, qui se disent voilà, je vais dérouler un modèle économique qui est très clair, sur 5 ans, tout va se passer comme ça. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est des modèles très agiles qui sont en permanence en train d'innover et donc d'essayer des choses qui peuvent ne pas marcher. Et donc, c'est une part de risque plutôt importante pour l'investisseur, mais avec des potentiels aussi de création de valeur énormes. Et les entreprises qui ont une mission ont une force qui nous paraît très importante, qui est un avantage compétitif aujourd'hui. Et ce matin, quelqu'un le disait très justement, il disait aujourd'hui l'empathie est un avantage compétitif. On est dans un monde où le plus important est la raison d'être de l'entreprise, plus que le bien et le service qu'on va produire aujourd'hui et qui va peut-être changer dans 2 ou 3 ans. Et donc la mission de l'entreprise devient capitale. Pourquoi est-ce que j'existe et qu'est-ce qu'il y aurait en moins dans cette société si je n'existais pas? Et ces entreprises aussi, qu'est-ce qu'on retrouve chez elles? On retrouve souvent des collaborateurs heureux et investis. On retrouve beaucoup d'innovation, évidemment. Et on retrouve une capacité à acquérir et à fidéliser des clients à partir de ce positionnement particulier qui est aussi assez impressionnant souvent. Et ensuite, on trouve évidemment de la scalabilité, c'est-à-dire une capacité du business model lui-même à générer de la croissance et donc à démultiplier son impact. Donc quand on a rencontré Emery et la Camif, tous ces ingrédients, on les a identifiés comme étant présents. Bon, Camif, Emery présentera lui-même pourquoi est-ce qu'on a investi en 2013 dans la Camif. C'est une entreprise qui est sur un secteur tout à fait traditionnel, hein, ce n'est pas de l'insertion, de la santé, de l'environnement, des sujets sur lesquels on pourrait penser qu'il y a des entreprises à mission. C'est un spécialiste de l'équipement de la maison sur Internet qui a mis au cœur de sa stratégie de croissance le fait que chaque client, que toute l'expérience client, quand on va sur le site de Camif, est orientée vers cette question, c'est quel est le sens que vous donnez à votre achat? Voilà, je vais laisser Emery présenter la solution de demain. Ok, bon, rebonjour ou bonjour à tous. Moi, je suis un entrepreneur et dans la vie d'un entrepreneur, il y a des moments importants. Et en fait, la rencontre avec Laurence a été un moment déterminant parce que si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai rencontré Laurence. En fait, bon, dans ce parcours, il y a 7 ans, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de la relance de la Camif. Ma conviction profonde, c'est que même si une entreprise peut connaître des difficultés, une grande marque ne meurt jamais. Et que j'avais envie d'associer mon énergie d'entrepreneur, notre connaissance de l'Internet, que j'avais développée depuis l'âge de 24 ans en lançant Matel-Somme, qui a été le premier vendeur de literie sur Internet en France, et d'associer cette énergie-là à une belle marque, en redonnant du sens à des clients qui en avaient perdu et en retrouvant un modèle qui soit un modèle adapté au XXIe siècle, c'est-à-dire une entreprise extrêmement agile qui expérimente, etc. Alors, évidemment, la grande difficulté, ça a été de dire à toutes mes équipes et à ma femme qu'on partait à Niort. Bon, une fois que cette difficulté a été franchie, l'enjeu a été de convaincre pendant 5 mois tous les acteurs locaux de Niort qu'il fallait faire confiance ou qui pouvaient faire confiance à un entrepreneur qui allait réussir là où la Camif, depuis 15 ans, était en train de décliner et puis de... Voilà. Et donc tout l'enjeu pendant 5 mois pour moi a été de convaincre
qu'on pouvait faire confiance, convaincre qu'on pouvait avoir un intérêt positif à un projet qui paraissait complètement fou. Relancer la Camif, c'était pas simple, surtout dans l'état où je l'ai trouvé. La première fois où j'ai été à Niort, c'était quelques jours après la liquidation de l'entreprise en fin octobre 2008. J'y ai trouvé 100 000 m² aux portes de Niort, avec des bâtiments pour les publications, des bâtiments pour l'informatique, des grands bâtiments pour les bureaux, avec des bureaux cloisonnés, de la moquette au mur et des portes fermées. Et en fait, là, j'ai compris pourquoi la Camif s'était plantée. Et je me suis dit, il faut faire exactement l'inverse de ce que je vois. Il faut en faire un modèle qui revienne aux attentes des clients historiques et qui soit un modèle extrêmement agile dans un monde qui bouge très vite. Parce que, bon, là, si on revenir sur les raisons de l'échec de la Camif, c'était créé en 1947 par des instituteurs, ça a connu un développement très important, c'était le 3e VP6 français, avec ce gros catalogue qui était au cœur du modèle. Et puis il y a eu une course un peu à la taille, qui a un peu perdu les sociétaires historiques de la Camif. Ils ont par exemple ouvert des magasins, et ils n'étaient pas forcément aussi bons dans les magasins que sur leur catalogue. Ils ont diversifié leur activité, ils ont fait du textile habillement, ce qui a contribué un peu à ringardiser la marque avec le total look de l'Instit qu'on porte encore un peu aujourd'hui sur l'image de la marque. Et nous, on a décidé de recentrer l'offre sur un périmètre plus simple, uniquement sur Internet et uniquement sur l'équipement de la maison, en faisant le pari de la qualité, qui était une des attentes premières des clients historiques de la Camif, en faisant le pari de la fabrication française, puisqu'il y avait dans le terreau des fabricants et des fournisseurs de la Camif beaucoup de fabricants français qui étaient en difficulté suite à la chute de la Camif, et en portant une attention particulière aux enjeux du développement durable, notamment dans la façon dont sont fabriqués nos produits. Aujourd'hui, par exemple, notre premier fournisseur de lits, c'est un ESAT qui est situé à Pau, qui s'appelle l'ESAT du Hameau, et qui fabrique des lits en pin massif qui sont issus de forêts landaises. Alors, ça a été au démarrage. La difficulté première qu'on a eue, c'était trouver des financements. Parce qu'on était en 2009. Il y avait eu la liquidation de la Camif, mais il y avait aussi la liquidation de Lehman Brothers quelques semaines avant. Peut-être à cause de la Camif, je ne sais pas. Et du coup, il n'y avait plus aucune banque pour prêter de l'argent à des gens, à des entreprises normales, mais alors avec des entrepreneurs qui avaient un projet complètement fou, encore moins. Donc, j'ai été chercher les garanties qu'on pouvait trouver, celle d'Oseo à l'époque, enfin BPI maintenant, qui a garanti 50% des prêts bancaires, mais les 3 banques que j'avais prises disaient mais ça ne suffit pas. Alors là, s'il n'y avait pas eu un intérêt pour le territoire de nous accueillir et s'ils n'avaient pas compris et perçu l'intérêt et l'impact positif de notre projet en termes de recréation d'emplois à Niort, en termes de dynamique à Niort, eh bien, on ne serait pas là non plus aujourd'hui parce que c'est grâce à la région qui a garanti nos banques à hauteur de 95% qu'on a pu boucler notre financement et qui a permis au projet de vraiment démarrer puisqu'on est vraiment reparti d'une feuille blanche où on a remis sur pied toute l'organisation de l'entreprise, tous les systèmes d'information. On a recruté d'anciens clients de la Camif pour renouer les liens avec les fournisseurs. Et puis, on a essayé de trouver un projet qui fasse du sens. Alors, une des expériences, d'ailleurs, en 2009, je vais en parler 2 minutes parce que tu m'as dit que j'avais un tout petit peu de temps, ça a été... la difficulté, c'est que moi, j'avais envie d'inculquer l'esprit start-up à des gens qui avaient plutôt une culture grosse boîte, très pyramidale, ceux dans les anciens de la Camif. Mais enfin, on ne décrète pas une culture d'entreprise. Et c'est sans doute la plus grande difficulté, c'est que ça prend du temps. Une expérience innovante et expérimentale qu'on a menée, ça a été l'accueil d'une artiste en résidence pendant 3 mois dans l'entreprise. C'était en 2010, 1 an après avoir tout changé, toute l'organisation, tout le modèle économique, tous les systèmes d'information. Et en fait, si j'ai fait venir cette artiste dans l'entreprise, c'est pour recréer du lien entre des gens qui avaient des profils très différents. Il y avait des anciens de Matelsum qui nous avaient suivis de Nanterre à Niort. Il y avait d'anciens de la Camif. Et puis aussi pour ouvrir l'entreprise à des enjeux différents et ouvrir les entreprises et ouvrir les gens sur une culture différente, une culture de l'innovation. Une des choses qui a été marquante et frappante dans le travail de l'artiste, un jour, on s'est réinstallé dans l'ancien magasin de la Camif. On était au milieu du magasin, dans l'open space, en grand open space, et moi, mon bureau était au centre de l'open space. Et Anne-Laure Maison, qui était l'artiste qu'on avait accueilli, m'a dit un jour, je suis extrêmement choqué, vous êtes tous dans un grand open space, tous à 10, 15, 20 mètres les uns des autres,
et vous vous envoyez des emails quand vous avez des choses à vous dire. C'est juste pathétique. Et donc, elle a eu cette idée extraordinaire de créer des bandes roses. Dès qu'elle voyait quelqu'un qui se levait, qui faisait l'effort de se lever, d'aller parler à un autre bureau, elle matérialisait ça au sol en scotchant une bande rose qui reliait les bureaux. Et progressivement, l'entreprise s'est comme ça tissée de toute une série de liens roses. Et ça a été très fort parce que ça montrait l'importance à l'intérieur de l'entreprise de nourrir ce lien et de l'échange, du vrai échange, pas juste du numérique. Parce qu'on a beau être dans l'Internet, il n'y a pas mieux que d'aller se voir et de se parler. Alors, si je vous raconte cette histoire, c'est que, au bout de 3 ans, en fait, les 3 premières années, on a concentré notre énergie, nos ressources, nos efforts à aller à la reconquête des clients historiques. On a commencé par ceux qui avaient perdu de l'argent au moment de la chute de la Camif. On leur a proposé d'activer une carte de remise à vie de 7%. Et on a eu 40% des gens qui nous ont fait confiance à nouveau et qui ont activé leur carte. Ça a été l'essentiel de nos clients dès 2009. Ça, c'est une belle preuve de l'attachement des clients à la marque. Ça montre aussi qu'une marque ne meurt jamais. Et puis, progressivement, on s'est dit, c'est bien. Au bout de 3 ans, on avait fait à peu près tout le job, reconquérir les clients, reconquérir la confiance des fournisseurs. Et puis, on était un peu en retard sur notre plan de développement. On avait à peu près dépensé tout l'argent qu'on avait prévu de dépenser en 5 ans, mais on l'avait dépensé en 3 ans. Et là, je me suis dit, il va falloir aussi qu'on aille à la conquête d'autres clients. Parce que là, les clients historiques de la Camif, c'est bien, mais il faut que notre modèle puisse intéresser des clients comme vous. Et donc là, on s'est dit, à un moment donné, il faut aller chercher des fonds. Pendant 18 mois, j'ai été à la conquête de fonds d'investissement. J'en ai vu 86. Et j'ai fait beaucoup d'allers-retours New York-Paris, Paris-New York. Et au bout de 18 mois, alors que j'avais ma maison en hypothèque, ma femme qui me faisait toujours confiance, je me suis dit, on ne va pas y arriver. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est curieux, mais tous les fonds que je vois, ils me disent, c'est assez génial ce que vous avez fait, c'est audacieux. Oui, on comprend votre modèle agile et tout ça, on adhère, on croit que c'est la bonne chose. Revenez nous voir quand vous serez rentable. Une des choses qu'on avait faites dès 2009, ça a été d'installer notre centre de relations clients à Niort. Et je leur disais, oui, mais si vous prenez en compte l'impact du surcoût de traiter toute notre relation client en France, alors oui, si on la traitait à Madagascar, on serait rentable. Mais aucun des fonds que j'ai vus ne valorisait tout l'impact positif qu'on avait eu dans le projet. Et là, je me suis dit, il faut qu'on réoriente complètement notre recherche et qu'on aille chercher des fonds pionniers, des fonds qui valorisent ce qu'on en a fait. Et c'est là où le téléphone a sonné chez Citizen Capital. Et à ma grande surprise, notre première rencontre avec Laurence, elle ne s'est pas passée à Paris. Ils sont venus à 4 à Niort. C'est eux qui ont fait le Paris-Niort. Et pour moi, ça a été un signe très très fort. Et là, je me suis dit, je crois que j'ai trouvé les bons. 2 mois et demi après, j'avais l'argent sur le compte. Et aujourd'hui, l'apport de Citizen Capital, ce n'est pas juste l'argent qu'ils ont mis et la capacité de développer le modèle au-delà du périmètre des clients historiques. On fait aujourd'hui 60% de notre chiffre d'affaires avec des clients qui sont des nouveaux clients, qui n'ont jamais commandé à la Camif avant. Mais l'apport, il a été pour nous de structurer notre démarche, notamment notre démarche d'impact, d'en prendre conscience, de travailler sur notre mission, pourquoi on est là. Et ça, c'est le vrai apport d'un fonds d'investissement d'impact. Et c'est avec Citizen Capital qu'on a fait la démarche l'année dernière de devenir une Bicorp. Parce qu'avec eux, on pense que l'entreprise est un puissant levier de transformation de la société. On pense qu'il faut changer le monde et il faut qu'on soit le changement qu'on veut voir dans le monde. Et avec des acteurs comme Citizen Capital, c'est possible.